Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau veut placer la femme au cœur de toutes les initiatives de développement. Le parti a lancé à cet effet un symposium sur le thème bien-être familial et social de la femme militante politique au Bénin. L'ONG L'Autre Vie apporte son appui à des organisations communautaires de base de 12 villages de la commune de Kétou, un geste pour booster les activités de ces organisations féminines en cette période de crise sanitaire. Fin de mission pour la secrétaire générale de la francophonie. 48 heures de séjour bouclées par un point de presse conjointement animé avec le ministre béninois des Affaires étrangères. Merci et bienvenue à cette édition du 20h, bien-être familial et social de la femme militante politique au Bénin. C'est le thème central d'un symposium lancé ce samedi par l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Cette formation politique a placé la femme au cœur de cette rencontre scientifique dont la finalité est de trouver des leviers pour un épanouissement de la gente féminine en politique. Renaud Akakbo, Ernest Itegou. C'est au siège du parti à Godomede-Koungbe que s'est dressée la tente érigée pour le symposium de l'UDBN. Réunis au grand complet, les délégués du parti accueillent avec les honneurs la figure de proue de leur formation politique. Les petits plats ont été mis dans les grands pour célébrer ce rendez-vous scientifique et politique. Tout est parti d'un appel émis au sein du parti le 21 août dernier lors de l'université d'été. Il est question pour l'UDBN de marquer la différence en offrant la base militante des outils efficaces pour son épanouissement. Loin des enjeux électoraux, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau accorde du prix aux activités scientifiques pour un nouvel horizon de la politique nationale. Le présent symposium, le premier d'une série, constitue un modèle de ces rendez-vous de réflexion, de donner et de recevoir qui permettent au cadre de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau que vous êtes d'apporter des contributions intellectuelles pour des actions crédibles et efficaces. Nous estimons à l'UDBN que des activités comme le présent symposium devraient cesser d'être des rendez-vous d'exception pour entrer presque dans nos compétences de vie courante. Pour relever ce défi, la figure de proue de l'UDBN a réuni une belle brochette d'experts au sein d'un comité scientifique présidé par l'ancien ministre Bertrand Sogossi Bokor. Les réflexions menées sous la direction du professeur agrégé ont débouché sur des thématiques de grande préoccupation. Les problèmes de nos concitoyens sont vécus au quotidien. Les préoccupations de nos militantes et militants sont exprimées en permanence. Ces facteurs relatifs à la vie des membres de partis politiques et des citoyens en général échappent à tout calendrier électoral. Il est clair qu'avant le militant de partis politiques, il y a d'abord le citoyen. Nous avons fait un choix. Le choix délibéré de nous préoccuper de la vie de la femme militante avec ses spécificités. Je nous suggère d'avoir à l'esprit cette affirmation, certes sciemment
provocatrice mais pertinente de Margaret Thatcher, je cite, « En politique, si vous voulez des discours, demandez un homme. Si vous voulez des actes, demandez une femme. » Fin de citation. L'UDBN donne ainsi l'exemple et s'inscrit dans le sillage des formations politiques proches de la base militante. Ce rôle de leadership, assumé avec dextérité par l'honorable Claudine Prudencio, force l'admiration sur l'échiquier politique national et même au-delà de nos frontières. Je crois que les femmes s'activent. Disons qu'à ma connaissance, pour le moment au Cameroun, nous n'avons pas un parti politique dirigé par une femme, mais Madame Prudencio, c'est un modèle d'exemple de courage. Parce que tout ça, il faut être courageuse pour pouvoir avoir un parti politique. C'est un modèle qu'il faut encourager et soutenir. D'où ma raison d'être ici, pour l'encourager à ce que son parti puisse continuer à mener ses activités. Le Bloc républicain partage avec vous ce souci de donner à la femme les moyens de relever le grand défi de concilier le rôle qui est le sien dans la famille et son rôle d'acteur politique majeur dans le contexte actuel de réforme politique. Pour le bureau politique de l'UDBN, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec des initiatives concrètes au profit des militants. Le parti n'est pas là simplement pour recevoir du militant. Le parti doit apporter aux militants. De manière concrète, nous avons parlé de l'émancipation. Au plan économique, qu'est-ce que le militant peut faire pour se prendre en charge, pour ne pas attendre simplement la distribution des billets de 1000 francs, de 10 000 francs et autres. Il faut se former, il faut former le militant. On dit, celui qui te donne du poisson te donne la nourriture d'un jour, mais celui qui t'apprend à pêcher te donne la nourriture de tous les jours. Et donc à l'UDBN, on a décidé de former les militants à l'élevage des volailles et l'entrepreneuriat. On veut outiller les militants à l'entrepreneuriat. Les communications qui ont ponctué de bout en bout ce symposium sont de très belles factures. Les débats aussi. À bâton rompu, les langues se sont déliées pour étaler les mots qui minent l'émancipation de la femme politique. Et puis, à 6 mois de l'élection présidentielle au Bénin, le parti Mouel Bénin affûte ses armes. Tous les délégués de ses bureaux départementaux et communaux se sont donné rendez-vous à Calavi ce samedi. Objectif, se réorganiser pour mieux affronter la prochaine bataille électorale. Osia Sonovo, Miché Elegbe. Fébrilité d'avant-ring électoral palpable chez ses lieutenants Mouel Bénin, conviés par leur bureau politique à Calavi, fief populeux à souhait. Le compte à rebours vers l'échéance de mars 2021 s'accélère. Rien de tel alors qu'un congrès extraordinaire pour remobiliser la machine de guerre électorale et guerre mystère des intentions. Je voudrais vous rappeler que le 9 août dernier s'est tenu au Golden Tulip Hotel de Cotonou le Conseil national qui a consacré la désignation de notre candidat. Parmi les premières urgences, il a été question de la remobilisation de la troupe. Mais avant le grand déploiement, le parti s'impose un réglage interne, relecture des textes et nouvelle organisation, un exercice tout sauf banal. Des gens auraient voulu que Mouel Bénin fasse feu de paille. Mais c'est mal connaître les hommes et les femmes qui se sont mis ensemble pour dire maintenant, il faut que la jeunesse s'organise et s'autodétermine. Nous saisirons cette occasion pour procéder à la relecture de nos statuts et règlements intérieurs au regard de nos expériences pour plus d'efficacité et d'efficience. Mouel Bénin n'a pas de parrainage à offrir à son candidat, mais des voix. Et ça se joue sur le terrain. Face au colibé qui rappelle les essais législatifs et communaux manqués, les leaders Mouel Bénin misent sur cette expérience-là, les valeurs et capacités d'organisation du parti. Ceux qui tiennent ces propos, ils savent le niveau d'organisation et de structuration du parti Mouel Bénin sur le terrain. Je n'en veux pour preuve que le témoignage que
le parti Union Progressiste nous a fait. Nous allons capitaliser toutes ces expériences malheureuses-là pour bonifier notre organisation sur le terrain et vous verrez les années à venir. Entre deux propos mobilisateurs, Jacques Kayadji rappelle le projet politique Moël, déconstruire dégagisme opportuniste et vote clientéliste au mépris d'un projet national. Praxis mise à mal par la réforme politique pour sûr, Moël Bénin compte occuper le terrain électoral, surtout pas en spectateur. Les ténors de l'Union progressiste se sont retrouvés ce samedi à Porto-Novo pour un atelier de 2 jours, atelier au cours duquel sortira un document final pour servir de boussole au programme d'action de gouvernement de l'Union progressiste. Les travaux de cet atelier ont été lancés en présence du président du parti, Bruno Amosso. Brice Humbo, Firmin Bassao. Le bureau politique de l'Union progressiste, presque au grand complet, fait son entrée dans cette salle d'un hôtel de Porto-Novo. Un parti né en décembre 2018 et qui se veut être la première force politique du Bénin nourrit l'ambition de conquérir le pouvoir d'État en 2021. Le parti politique dirigé par Bruno Amosso, qui aura battu tous les records des élections législatives et communales avec 46 députés et 42 maires, entend toujours relever les défis. Après nos différentes rencontres à Grand Popo en mai 2019, à Bomekalavi en septembre 2019 et en janvier 2020, à Cotonou en juin et en août 2020, nous revoilà encore une fois réunis ici à Porto-Novo en assemblée générale impliquant près de 300 militants et comprenant membres du bureau politique, députés, ministres, maires, adjoints maires, militants et responsables à divers niveaux du parti. À chacune de ces rencontres, il s'est agi d'évaluer, de réfléchir, d'analyser et de définir des perspectives et des propositions concrètes issues de la vision et des idéaux politiques, ainsi que des valeurs fondamentales de notre parti, l'Union progressiste. Cet atelier préparatoire de l'élaboration du programme quinquennal du gouvernement de l'UP de 2021 à 2026 se situe donc dans l'ordre normal des démarches et pratiques instituées depuis lors par le parti. Le thème répond bien aux circonstances actuelles. Vous ne serez nullement surpris d'apprendre en effet que l'UP va présenter et soutenir un candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est une logique tout à fait claire et évidente. C'est aussi une logique justifiée que l'UP se doit, par ses réflexions et ses propositions concrètes et réalistes, de contribuer à l'élaboration du futur programme de gouvernement de ce candidat que nous devons conduire inexorablement à la victoire. Les 2 jours de travaux faits de diverses communications devraient déboucher sur des conclusions et résultats exploitables pour permettre au parti d'aller davantage de l'avant. En 48 heures, Louise Mushikiwabo en aura eu à voir, à entendre et à faire au Bénin. Au terme de ce séjour, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a animé conjointement avec le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération un point de presse. Le compte rendu avec James William Bagidi et Alexis Kenom. En écoutant le ministre, c'est comme si j'avais passé une semaine au Bénin. J'aurais aimé. 2 jours de visite qui auraient pu compter pour 7. Louise Mushikiwabo le reconnaît elle-même à l'occasion du point de presse qu'elle anime à l'issue de son séjour au pas de charge, conjointement avec le ministre béninois des Affaires étrangères.
l'occasion de faire le point des nombreux échanges qu'elle a eus avec divers acteurs de la vie socio-économique et politique du Bénin. Cette visite a été riche et pour moi et ma délégation, cette visite était un succès parce que j'ai pu avoir des entretiens très intéressants, à commencer par l'audience que le chef de l'État m'a accordée. J'étais très heureuse de pouvoir discuter, échanger sur des questions d'intérêt mutuel. La francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie en particulier. Nous avons aussi parlé de la région, des questions politiques, des questions de stabilité, de paix, des questions de développement. Nous avons parlé de l'importance que le pays, le Bénin et mon organisation accordent à l'éducation des filles, à l'autonomisation des femmes. Nous avons évoqué particulièrement le fonds de la francophonie pour les femmes qui a été créé au mois de juillet dernier. Louise Mushikiwabo n'a pas manqué de marquer l'intérêt qu'ont suscité en elle les entretiens avec la jeunesse béninoise, les femmes, les forces vives. J'ai eu aussi le bonheur d'échanger avec des jeunes béninois qui sont surtout dans le domaine du numérique, apprécier le dynamisme, l'intérêt, l'engagement de ces jeunes qui sont à la recherche du savoir, mais aussi de l'emploi, d'une vie meilleure. Des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, qui sont éloquents, qui travaillent dur. J'ai aussi eu ce matin le plaisir d'échanger avec plusieurs femmes entrepreneurs, des femmes aussi qui contribuent au développement de ce pays. Autant d'activités qui sont à la fois des activités d'importance pour la francophonie et pour ce pays. J'ai terminé tout à l'heure ma visite par un moment d'histoire, de culture, mais aussi d'émotion avec la cité touristique de Ouida. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie repart donc ravie et satisfaite. Je suis donc très très heureuse de cette visite. Monsieur le ministre, je vous prie de encore une fois dire ma satisfaction et ma gratitude au chef de l'État, à l'équipe ministérielle que nous avons rencontrée ici dans cette salle hier. D'ailleurs, des hommes et surtout beaucoup de femmes dynamiques qui travaillent dur. J'ai eu l'occasion de le voir pour faire avancer ce pays. Interrogé au sujet de la prochaine élection présidentielle au Bénin et des échanges tenus avec le chef de l'État Patrice Talon à cet effet, Louise Mushikiwabo répond. Effectivement, j'ai échangé avec le chef de l'État sur la situation politique de ce pays. Le chef de l'État a pris le temps de m'expliquer, de m'amener sur le chemin politique parcouru par lui-même et par ce pays ces 2 dernières années, notamment les réformes menées par le chef de l'État. J'ai eu aussi l'occasion d'apprécier les progrès, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, même en période de crise, que ce pays a enregistré. Une élection, c'est une étape de la vie politique, tout comme d'autres activités, particulièrement dans ce pays. Je pense que nous, à la francophonie, vous savez que notre rôle, c'est surtout d'accompagner les États, de comprendre les contextes, de tout faire pour que la stabilité politique, la sécurité règne dans les pays. Et donc nous, en tant qu'organisation, nous sommes prêts à suivre le cours politique de ce pays jusqu'aux élections, après les élections. Et nous vous souhaitons beaucoup de chance et une très belle élection dans 7 mois. Quant aux bénéfices concrets que tire le Bénin de cette visite, c'est Aurélien Agbenonsi qui en parle le mieux. Lorsque la secrétaire générale d'une organisation qui est mondiale, que l'on veuille ou pas, parce que la francophonie compte des membres sur tous les continents.
lorsque la secrétaire générale d'une telle organisation vient ici, je sens que ma feuille de route se réalise sur un certain point. Quelqu'un vient regarder ce que nous faisons. Parce que nous avons beau témoigner, nous avons beau communiquer ce que nous faisons, cela n'aura jamais le même impact que ce que peut dire une personne qui est venue, qui a vu d'elle-même, et surtout de pouvoir témoigner pour nous ailleurs, pour dire je suis allé au Bénin, j'ai vu que ça bougeait, j'ai vu que ça s'arrangeait. Mais de manière encore plus concrète, c'est en revisitant notre coopération, en décidant de la recentrer, en disant nous allons dire non au saupoudrage, comme elle en a discuté hier avec le président de la République, qui était en totale harmonie de vue avec elle, en disant nous allons nous concentrer sur des secteurs. Et nous avons dit par exemple que nous renforcerons les interventions de l'OIF, mais en se concentrant dans le domaine numérique, en raison du caractère transversal de cette politique du numérique. Louise Mushikiwabo a quitté le Bénin de la nuit même de ce 25 septembre avec la promesse de revenir déjà en début d'année 2021 pour un agenda sans doute aussi chargé. Eh bien, à son départ, elle était à Ouida, où elle a visité des lieux de mémoire, vestiges du passé esclavagiste de cette ville également, visité l'exposition Si Ouida m'était compté, qui n'a pas laissé la secrétaire générale de l'OIF indifférente. Nicanor Kovi, Alexis Kenom. C'est une Louise Mushikiwabo Anobli qui entre dans Ouida en cet après-midi de septembre. Mais de façon générale, c'est le symbole principal du pouvoir. Et donc, on les tient un peu sur les épaules. Je vais vous le déposer sur les épaules. Voilà. Et ceci, c'est le chapeau qui également symbolise exactement... Sur la plage de Djegbadi se joue pour elle une rétrospective de l'histoire de la ville. Un douloureux passé esclavagiste que redécouvre la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en partant de la porte du non-retour. Il y en avait beaucoup qui préféraient mourir chez eux que d'aller mourir en fait en un endroit qu'ils ne connaissaient pas. Ils préféraient se jeter à la mer, mourir ici, que d'aller mourir ailleurs. À l'endroit à l'envers, remonter du temps à travers 4 siècles au moins de traite transatlantique. Ici, au mémorial de Zumboji, piqûre de rappel sur les conditions de détention des captifs, dont certains sont ensevelis dans la fosse commune parce que morts avant la grande traversée. C'est là même qu'a eu lieu la fouille, et c'est là où on a retrouvé beaucoup plus d'ossements avec les chaînes authentiques. Regardez le tableau tout à gauche au premier rangé, et quand on compte les têtes, il y en a 4. Mais là, c'est des parents qui sont enchaînés à la main, mais accroupis. Accroupis parce qu'en vérité, ils sont ramenés dans la case la nuit, donc ils sont obligés d'adopter cette position-là, parce que ça voit pratiquement rien du tout. Émotion aussi à la Maison du Brésil, où l'exposition Si Ouida m'était compté inspire quelques lignes d'hommage à Louise Mushikiwabo. Mais c'est en fin de journée, au cours d'un point de presse, que la secrétaire générale de l'OIF dira de Ouida son ressenti sur la valorisation du patrimoine et sur les différents projets touristiques du gouvernement qui y sont en chantier. Louise Mushikiwabo n'exclut pas un accompagnement futur de l'OIF. Concernant Ouida, je ne dirais pas oui et je ne dirais pas non, parce que j'ai eu aujourd'hui le temps de bien comprendre l'initiative, de comprendre les perspectives pour l'avenir de ce monument culturel, mais aussi de cette région. Vous savez que la francophonie travaille aussi sur le domaine culturel. Nous avons une grande direction chargée de la langue française et de la culture. Nous aurons le temps d'en parler, d'explorer et de voir si effectivement la francophonie pourrait s'impliquer dans les priorités culturelles définies par l'OIF. Plus qu'une excursion, l'expédition de Ouida apparaît à bien des égards comme une visite pour tâter le pouls d'une ville touristique qui se transforme. Une villégiature qui adjoint l'utile à l'agréable.
Le gouvernement béninois est satisfait de l'évolution des travaux de construction du deuxième pont de Wamé. Le ministre des Infrastructures et des Transports est allé sur les lieux. Comptant sur l'entreprise Sojia Satom, Hervé Réromain a rassuré les populations que cet ouvrage de franchissement ne souffrira d'aucune insuffisance, tout comme le premier. Jérôme Houba. Le 29 avril 2019, Patrice Talon donne la joie aux populations de Wamé. Le pont de l'Alliance, sur 228 mètres linéaires, a été inauguré. Ce pont qui a résisté à tous les gouvernements également, allait poser des pierres plusieurs fois. Ils n'ont pas pu. Mais avec le président Talon, avec la manière, avec la méthode, avec intelligence et avec détermination, nous avons aujourd'hui ce pont qui permet de relier Calavi et le reste du Bénin à Cotonou sans trop grande difficulté. J'ai préparé 3 fois de suite la pose de première pierre pour le pont de Wamé. Et à chaque fois, je peux vous dire tout ce que nous mettons en branle. Il y a des engins que nous mettons sur place, nous dégageons des airs, on fait des trucs en béton sur place. Au finish, le pont n'a jamais été réalisé. Mais cette fois-ci, il n'y a jamais eu de pose de première pierre et le pont de Wamé a été réalisé très rapidement. On payait avant de traverser le bas-fond, mais aujourd'hui, le pont nous facilite la vie. L'arrivée et les œuvres de Patrice Talon sont à saluer. Notre président Patrice Talon, on dirait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Aujourd'hui, on n'a plus de difficultés à Wamé avant de vaquer à nos activités. La population de Wamé le supporte. J'étais à 1000 lieues d'imaginer de mon vivant la construction de ce pont. Vu mon âge, je remercie déjà le président, même s'il ne réalise plus rien. Dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, Wamé est un quartier dortoir et de transit pour une frange importante de la population. Le gouvernement se veut pratique. Les questions de mobilité autour de Cotonou et dans Cotonou continuent de se poser avec acuité. C'est ainsi que le gouvernement a entrepris la construction de ce deuxième ouvrage. Ce projet, c'est un pont en béton et les fondations sont les pieux. Selon les études géotechniques réalisées, les profondeurs oscillent entre 55 et 60 mètres. Hervé Réromain constate que les viroles pour le coffrage des pieux sont déjà approvisionnés à 60%. Autrement dit, Sojia Satom a déjà touché les cornes de la partie pratique. C'est heureux de constater que l'entrepreneur a pris les dispositions pour que ce travail s'engage. Et même, vous voyez l'implantation. Le C0 que vous voyez là, c'est là où nous allons implanter la première file de pieux. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de constater et d'annoncer aux Béninois que les travaux de construction du second ouvrage de franchissement de bas-fond de Wamé ont démarré par l'entreprise Satom. L'entreprise Satom, Sojia Satom, qui a déjà réalisé le premier pont. Et nous avons fait un appel d'offres pour recruter la mission de contrôle. Et il se fait que c'est le bureau TR Engineering, un bureau luxembourgeois, qui est également retenu. Et c'est par coïncidence la mission de contrôle qui avait supervisé les travaux du premier ouvrage. Donc tout concourt vraiment à une réussite sur ce chantier. Le délai de livraison de ce deuxième ouvrage de franchissement est 20 mois et la collaboration des populations vivement attendue. Les personnes qui seront frappées d'alignement, de reculement, doivent nous aider. Les dispositions sont prises pour le dédommagement. Mais dans un premier temps, nous allons commencer déjà à leur faire les marquages, leur engager des discussions avec ces personnes-là. Et par la suite, les procédures de dédommagement vont se mettre en route. Nous allons bien entendu entrer en discussion avec les autorités administratives locales pour faire un peu de sensibilisation, de façon à ce que le déménagement de ces populations ne soit pas un frein aux travaux.
Et je pense que les populations de Womé et environ sont contentes que ce deuxième ouvrage soit engagé ici, et, disons, pour tomber sur le carrefour que nous appelons habituellement à Glouza Carrefour. Même entreprise et même mission de contrôle pour dupliquer cette réussite du gouvernement à Womé, mais sur 350 mètres linéaires. Des organisations communautaires de base de 12 villages de Kétou bénéficient d'un important don de matériel de transformation des produits locaux et de dispositifs de lavage de main. C'est dans le cadre du projet dénommé Procal Nutrition, piloté par l'organisation non gouvernementale Autre Vie. La cérémonie de don couplée de la remise de prix du jeu concours meilleurs parents en nutrition pour enfants de 0 à 5 ans intervient après 18 mois d'activité du projet dans la commune de Kétou. Brice Oumba, Firmin Bassao. Le projet Procal Nutrition fait des heureux dans le rang des personnes démunies de Kétou. En 18 mois d'activité, le projet a permis d'impacter plus de 4000 enfants de 0 à 5 ans, mais aussi des femmes allaitantes. La cérémonie de ce jour, un grand événement pour les bénéficiaires. L'activité de ce jour, qui marque la clôture des activités du projet Procal Nutrition, représente pour nous une activité capitale du fait qu'elle vient renforcer le rôle des femmes dans le processus de diversification des sources d'approvisionnement alimentaire grâce à ces matériels de production et de transformation des aliments riches en micronutriments. Elle permettra de renforcer l'autonomie des femmes et participera à la réduction de la pauvreté au sein des ménages. L'ONG Autre Vie, bras opérationnel du projet Procal Nutrition, est venu les bras chargés de matériel de transformation des produits locaux et de suivi de croissance des enfants de 0 à 5 ans, mais aussi de kits de dispositifs de lavage de mains. Depuis avril 2019, plusieurs activités ont été réalisées avec des résultats encourageants. À ce jour, 120 OCB outillés accompagnent les ménages à adopter les bonnes pratiques en matière d'alimentation, de santé, de nutrition et d'hygiène en communauté. La santé et la performance scolaire d'un enfant dépendent de beaucoup de choses, mais surtout de son alimentation. L'ONG Autre Vie a compris cette réalité et s'y est investi pour le bonheur des enfants de la commune de Kétou. Ces enfants constituent l'avenir de cette commune. À tous ces matériels s'ajoute le prix du jeu concours des meilleurs parents engagés dans les bonnes pratiques nutritionnelles, un volet aussi cher pour les responsables du projet. Le projet Procal Nutrition est un projet de développement et de renforcement du capital humain qui est un volet très cher pour le gouvernement de notre pays, le Bénin, et dont les acteurs que nous sommes avec nos partenaires doivent soutenir. Toutes ces femmes provenant des 12 villages de Kétou dans lesquels intervient le projet Procal Nutrition ont désormais de quoi se réjouir pour leur mieux-être. Et puis les vendeuses du Bénin sont soucieuses de la santé des enfants à la veille de la rentrée scolaire. Constituées en une fédération, elles entendent lutter pour un mieux-être des enfants béninois dans nos écoles. Marcela Rossi. C'est un événement pour elles de se voir réunir en si grand nombre et pour la première fois. Oui, c'est un nouveau jour qui s'élève sur toutes les vendeuses scolaires du Bénin. Elles rêvent d'une nouvelle dynamique et d'une meilleure visibilité sur leur activité et prennent conscience du rôle déterminant qu'elles jouent dans le monde scolaire. Les voici en congrès pour asseoir leur fédération. C'est nous qui assumons la fonction nourricière à l'école, mais le plus souvent marginalisés dans la conduite des affaires de la dite école.
reléguée au second rang et sujette à toutes les railleries et persécutions de toutes parts. C'est pourquoi nous, vendeuses de denrées alimentaires des établissements du Bénin, publics comme privés, nous nous sommes réunis dans un même creuset qu'est la Fédération nationale de l'Association des vendeuses des denrées alimentaires du Bénin, afin de défendre aussi nos intérêts matériels et moraux et œuvrer pour une meilleure condition de vie, de mieux-être et le plein épanouissement de toutes. Si un état complet de bien-être de l'apprenant, gage de son succès, passe aussi par la qualité des aliments qu'il consomme à l'école, la présente initiative n'était pas moins nécessaire. Je pense que c'est une très bonne initiative et ça fait qu'aujourd'hui on prendra en compte le bien-être des enfants sérieusement à ce niveau-là. Parce que quand les enfants ne mangent pas bien, ils ne peuvent pas apprendre correctement. On ne peut pas parler de bien-être de l'enfant sans aller vers ces vendeuses de ces écoles publiques et privées. Désormais, elles se considèrent comme quatrième acteur de l'école et veulent participer activement à son organisation et à son fonctionnement en République du Bénin. Descente du deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, dans le 12e arrondissement. Objectif, récupérer et poser des plaques sur les espaces appartenant à l'État qu'occupent des présumés propriétaires. Axel Dancy aussi a pris part à cette visite de réserve administrative du maire. Suivons son reportage. Quand vous sachez que vous allez pour une mission, vous devez avoir tout sur vous, tous les armes nécessaires, afin que sur le terrain, que nous puissions nous entendre et accélérer la procédure et vite partir. C'est loin d'être une visite de courtoisie. La délégation municipale de Cotonou, conduite par Randy Sarwandinou, a bravé le temps pour rejoindre à l'alerte lancée par des riverains de réserve administrative. De présumés propriétaires y ont fait main basse. La deuxième autorité de l'hôtel de ville de Cotonou, Fion Routa, dans le 12e arrondissement, réagit sans ménagement. Les différents chefs quartiers qui ont cru que dans la vie, ce qui est à l'État reste pour l'État. Ce qui est à la mairie est pour la mairie. Et qui n'ont ménagé aucun effort à dénoncer, à identifier des parcelles, des espaces pour la mairie, qui sont pour la mairie, et sont déjà presque en état d'être bradés. Il faut oser. Ils ont osé. Au passage, je vous dis merci. Notre doléance, c'est que la maire qui vient d'arriver maintenant, ils n'ont qu'à nous sauver et clôturer les marchés. On n'a qu'à construire le marché Fion Routa pour que chacun ait sa place. Cap sur un autre quartier, même indélicatesse sur le bien public. Un riverain discute avec le maire. Donc ceci, c'était destiné pour l'OPT et là-bas, c'était destiné pour le jardin public. Et le jardin public, on s'est déjà constitué pour dire que ça devait être un centre de santé. Et on était en train de discuter de ça quand effectivement les élections étaient arrivées et nous avons eu le changement. Vous êtes pour moi aujourd'hui personne ressource pouvant m'aider à voir clair et à faire la part des choses. Je vous sais gré et merci. Agla Razunto et Akogbato sont les points de chute de cette descente municipale qui a valeur de dissuasion. Des plaques de la mairie sont posées sur chaque territoire public réservé. Un marquage de la présence de l'État, comme pour dire « un homme prévenu en vaut plusieurs ». Avis aux velléitaires endurcis. Aujourd'hui, 26 septembre, le monde célèbre la journée mondiale de la contraception. Eh bien, une équipe de la rédaction s'est intéressée au sujet et nous édifie davantage sur l'état des lieux en matière d'accès à la contraception au Bénin. Petroni Lokosso, Louis Koudogbo et Robert Copin-Edor. La conception est contre-conception. Elle désigne l'ensemble des moyens employés pour provoquer une infécondité temporaire chez la femme ou chez l'homme. La contraception est l'une des composantes de la planification familiale caractérisée par des moyens mis à la disposition d'un individu ou du couple afin de leur permettre d'éviter les grossesses non désirées. Selon les statistiques,
l'état des lieux en matière d'accès à la contraception au Bénin et dans la sous-région correspond à un faible taux de prévalence contraceptive. Le taux de prévalence contraceptive au Bénin au niveau de l'EDS5 est égal à 12%. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce faible taux de prévalence contraceptive. Les raisons capitales sont quand même liées aux rumeurs qui circulent au sein des individus, familles et communautés. En dehors des rumeurs, la communauté a la crainte des effets secondaires. Il y a les considérations religieuses. Certaines religions déconseillent l'utilisation des méthodes contraceptives pour la régulation des naissances. En plus de cela, les conjoints n'adhèrent pas à la planification familiale. L'homme pense que quand sa femme va faire la contraception, elle peut avoir des relations extra-conjugales et qu'il ne saurait pas. Cependant, il existe plusieurs méthodes contraceptives subdivisées en deux catégories, à savoir les méthodes naturelles et les méthodes modernes. Les méthodes naturelles, comme vous l'entendez, ce sont des méthodes naturelles que nous avons, c'est la maman qui est la méthode d'allaitement maternel et aménorrhée que les nourrices utilisent dans les 6 premiers mois de l'accouchement. Parmi les méthodes modernes, nous avons les pilules, les injectables, nous avons le DIU, nous avons les implants. Quelle est la meilleure méthode contraceptive recommandée pour la jeune fille? L'abstinence. Beaucoup oublient l'abstinence alors que l'abstinence est la meilleure méthode contraceptive pour tout le monde. Et ensuite les préservatifs, les pilules, les injections, le DIU, les implants. Donc la jeune fille peut utiliser toutes ces méthodes-là. La consultation d'un prestataire de santé avant l'adoption d'un protocole de contraception est conseillée selon les spécialistes en la matière. Avant que la personne, une femme ou un homme, décide de commencer un protocole de contraception, elle doit préalablement voir un agent de santé. Voir un agent de santé, c'est lui qui détermine au cours de leur examen clinique, à travers l'interrogatoire et l'examen clinique, définir en fonction de son profil qu'elle présente. Je m'explique parce qu'il y a certaines contre-indications de ces méthodes contraceptives. La sensibilisation des hommes sur le choix d'une méthode contraceptive reste une priorité. Les hommes doivent comprendre que les femmes aussi doivent disposer de leur corps. Et on ne peut pas faire du corps de la femme, surtout dans les couples mariés. Pas nécessairement mariés, des couples dans lesquels vous avez les gens habitent sous le même toit. On ne peut pas transformer le corps d'une femme en usine de reproduction, même si elle est humaine. Il faut faire un travail sur les hommes pour leur faire comprendre que la femme doit pouvoir recourir aux méthodes contraceptives pour éviter les grossesses. La lutte contre les grossesses précoces ou non désirées se poursuit et le recours à la contraception, mais aussi et surtout le suivi du protocole contraceptif doivent être toujours de mise. À l'étranger maintenant, à Ouagadougou, l'ex-premier ministre Isaac Zida est investi candidat par son parti, le mouvement patriotique pour le salut, MPS, alors qu'au Chili, le métro de Santiago a repris ses activités et puis en Chine, une vie normale reprend dans la localité de Yuan. L'actualité internationale, c'est un condensé signé Axel Dancy. Au Burkina Faso, l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada, a été investi candidat vendredi dernier par son parti, le mouvement patriotique Le Salut MPS. Il se présente aux élections présidentielles du 22 novembre prochain. En exil au Canada depuis 2016, Yacouba Zida, dont le retour avait été annoncé par son parti, était finalement absent, mais il s'est exprimé par visioconférence. Pour la cause du Burkina Faso, nous sommes imperturbables et nous sommes inarrêtables. Thomas Sankara disait
Je réponds favorablement à votre volonté de me voir porter à la tête du pays, a-t-il déclaré, sans donner de précision sur un possible retour dans le pays. À l'époque, lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida s'est emparé du pouvoir le 1er novembre 2014 au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, chassé de la présidence par une insurrection populaire après 27 ans au pouvoir. Au Chili, le métro de Santiago ouvre à nouveau les portes de toutes les stations endommagées en octobre 2019. Les travaux de réparation ont coûté 250 millions de dollars. En Chine, une vie normale reprend à Wuhan alors que le bilan mondial du coronavirus tend vers 1 million de morts. Un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé a estimé vendredi dernier qu'il est probable que le coronavirus fasse 2 millions de morts si rien n'est fait pour le combattre. Lors de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, l'Amérique latine et l'Australie ont appelé la solidarité des grandes puissances via notamment un accès libre aux futurs vaccins. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre fidélité. À 23h30, Rachida Biomama pour le JT Soir et à demain.